Thangaraju Supia. Nous nous rendons ensuite à Singapour, où un trafiquant de drogue a connu un destin tragique lorsqu'il a été condamné à mort en 2018 pour son implication dans le trafic de marijuana. Oui, la marijuana. L'arrestation de Thangaraju Supia a provoqué une onde de choc à Singapour lorsque les détails de son implication dans le trafic de drogue ont été révélés. Les autorités surveillaient ses activités depuis des mois, rassemblant des preuves pour monter un dossier solide contre lui. Tout a commencé lorsque les forces de l'ordre ont intercepté une série d'appels téléphoniques suspects passés par Thangaraju. Ces appels ont permis de remonter jusqu'à des trafiquants de drogue connus qui tentaient d'introduire clandestinement de la marijuana à Singapour. Les enquêteurs ont rapidement établi un lien entre Thangaraju et les trafiquants, ce qui a fait naître des soupçons quant à son implication dans le commerce illicite. Le jour de son arrestation, une équipe d'officiers a perquisitionné le domicile de Thangaraju, saisissant des preuves à charge qui seront présentées plus tard au tribunal. Ils ont découvert une importante somme d'argent, des accessoires de drogue et des appareils de communication qui le relient directement au réseau de trafiquants de drogue. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, Thangaraju a nié avec véhémence toute implication dans le trafic de drogue. Pourtant, les preuves à son encontre étaient accablantes. L'accusation a présenté des relevés téléphoniques montrant clairement qu'il communiquait fréquemment avec les trafiquants. Elle a également mis en évidence le fait que Thangaraju utilisait un numéro de téléphone connu pour être en contact avec les individus qui tentaient d'introduire de la drogue à Singapour. La procédure judiciaire a permis de faire la lumière sur cette affaire. Le juge a examiné attentivement les preuves et a conclu que la culpabilité de Thangaraju ne faisait aucun doute. Bien que Thangaraju ait clamé son innocence, le juge a estimé que les relevés téléphoniques et les objets saisis constituaient des preuves irréfutables de son implication dans le trafic de stupéfiants. L'équipe de défense de Thangaraju a fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un conseil juridique adéquat et qu'il n'avait pas eu accès à un interprète tamoul lors de son interrogatoire par la police. Ils ont affirmé que cela l'avait empêché de comprendre pleinement les accusations portées contre lui et de présenter une défense solide. Toutefois, la Cour a estimé que Thangaraju avait bénéficié d'une procédure régulière et que ses droits n'avaient pas été violés. Les preuves contre Thangaraju étaient loin d'être claires, puisqu'il n'a jamais possédé physiquement la marijuana en question. Toutefois, le tribunal a estimé que sa participation active au réseau de trafic de drogue, attestée par sa communication avec les trafiquants, faisait de lui un complice du crime. Malgré les pressions exercées par différentes organisations, il a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Le verdict du juge a suscité des réactions mitigées. Les partisans de Thangaraju et les défenseurs des droits de l'homme ont fait valoir que les preuves étaient circonstancielles et que la peine prononcée était trop sévère. Ils ont souligné que les co-conspirateurs présumés de Thangaraju, qui ont été arrêtés avec la drogue, ont été condamnés à des peines moins lourdes ou ont été libérés. D'autre part, l'accusation et le gouvernement singapourien ont défendu la décision, en soulignant le rôle de la peine de mort comme moyen de dissuasion contre le trafic de drogue. Ils ont souligné l'importance de la quantité de cannabis impliquée dans l'affaire, indiquant qu'elle aurait suffi à nourrir la dépendance d'environ 150 toxicomanes pendant une semaine. Le gouvernement a réitéré son engagement à adopter une position ferme à l'égard des infractions liées à la drogue, en déclarant qu'il en allait de l'intérêt supérieur des Singapouriens. L'arrestation et le procès de Thangaraju Supia ont mis en lumière la question du trafic de drogue et de la peine de mort. Ils ont soulevé des questions sur l'équité du système judiciaire et le recours à la peine capitale. Au fur et à mesure du déroulement de l'affaire, il est apparu clairement que le sort de Thangaraju était scellé par les preuves retenues contre lui, malgré la controverse suscitée par son arrestation et les appels à la clémence. Alors que la nouvelle de l'exécution imminente de Thangaraju Supia se répandait, sa famille et des militants se sont rassemblés pour lancer un appel désespéré à la clémence. Ils ont fait valoir que Thangaraju n'avait pas bénéficié d'un conseil juridique adéquat et que ses droits avaient été violés au cours de l'enquête et du procès. La famille de Thangaraju, dévastée par la perspective de perdre leurs proches, a envoyé de nombreuses lettres aux autorités, appelant à la clémence. Ils ont souligné son passé trouble, notamment son combat contre la toxicomanie, et ont plaidé pour une seconde chance de réadaptation plutôt que pour le châtiment ultime. Malgré la pression croissante, le gouvernement singapourien est resté ferme dans sa décision. Répondant à l'appel lancé par le magnat britannique Richard Branson au nom de Thangaraju, le gouvernement a réaffirmé que les faits qui lui sont reprochés ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Il a souligné la quantité importante de cannabis impliquée dans le trafic et la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants par des mesures strictes. Le ministère de l'Intérieur a défendu l'approche de Singapour, déclarant qu'elle avait permis de dissuader le trafic de drogue et de protéger les intérêts de ses citoyens. Il a affirmé que Thangaraju avait bénéficié d'une procédure régulière et que sa culpabilité avait été établie sur la base des preuves présentées au tribunal. Les appels à la clémence ont atteint un point critique à l'approche de la date d'exécution de Thangaraju.
Des tentatives de dernière minute ont été faites pour contester sa condamnation, mais elles ont finalement été rejetées. Le système juridique a tenu bon et le sort de Tangaraju a été scellé. L'exécution de Tangaraju Supia en avril 2023 a marqué un moment important dans le débat en cours à Singapour sur l'application de la peine de mort. Elle a relancé les discussions sur l'équité du système judiciaire, l'efficacité de la peine capitale en tant que moyen de dissuasion et la nécessité de donner la priorité à la réinsertion plutôt qu'au châtiment. La controverse entourant l'affaire Tangaraju a également mis en lumière la question plus générale des condamnations à mort obligatoires pour les délits liés à la drogue à Singapour. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la proportionnalité de la peine et au risque d'erreur judiciaire. Sous les yeux du monde entier, les appels à la clémence de Tangaraju sont restés sans réponse. Les espoirs de sa famille ont été anéantis et les militants ont juré de poursuivre leur lutte contre la peine de mort. L'exécution de Tangaraju Supia a rappelé de manière brutale les dures réalités du trafic de stupéfiants et les conséquences auxquelles les individus sont confrontés dans les pays où les lois sur les stupéfiants sont strictes. Félix Dorfin. Passons ensuite au cas de Félix Dorfan, un Français qui s'est retrouvé au cœur d'un scandale de trafic de drogue en Indonésie. C'est par un jour apparemment ordinaire que Félix Dorfan, un Français de 35 ans, est arrivé à l'aéroport de Lombok avec une valise dont le contenu ne laissait rien présager de bon. Il était loin de se douter que son opération de trafic de drogue, soigneusement planifiée, était sur le point de s'effondrer. Alors que les douaniers effectuaient des contrôles de routine, ils ont découvert une cachette d'environ 3 kg de drogues diverses dissimulées dans les bagages de Dorfin. Cette découverte choquante a provoqué une onde de choc dans l'aéroport et le destin de Dorfin a pris une tournure sombre, puisqu'il a été immédiatement appréhendé par les autorités. La quantité et la variété des drogues trouvées dans sa possession étaient stupéfiantes, notamment de l'ecstasy et des amphétamines. Il a inévitablement été accusé de trafic de stupéfiants. Cette arrestation a marqué le début d'une affaire très médiatisée qui allait captiver la nation et le monde. Le procès et la demande des procureurs. Alors que l'affaire Félix Dorfin suivait son cours dans le système judiciaire indonésien, la nation retenait son souffle dans l'attente du procès. L'accusation a présenté un dossier solide contre Dorfan, soulignant son implication dans un syndicat international de la drogue et la quantité importante de drogue trouvée en sa possession. La gravité des accusations a pesé lourd dans la salle d'audience, l'accusation cherchant à obtenir justice pour les victimes du trafic de drogue. Au cours du procès, les procureurs ont formulé une requête choquante, demandant une peine d'emprisonnement de 20 ans pour Dorfin. Ils ont fait valoir qu'une telle peine aurait un effet dissuasif sur les autres personnes impliquées dans le trafic de drogue et enverrait un message fort sur la position stricte de l'Indonésie à l'égard des crimes liés à la drogue. La tension régnait dans la salle d'audience, le sort de Dorfin étant en suspens. Le juge a examiné attentivement les preuves présentées et les arguments de l'accusation et de la défense. Le juge a rendu un verdict qui a fait l'effet d'une bombe dans la salle d'audience et au-delà. Félix Dorfin a été condamné à mort pour son implication dans le trafic de drogue. La sévérité des lois indonésiennes sur les stupéfiants est apparue clairement lorsque le juge a cité comme facteur aggravant la participation de Dorfin à un syndicat international de la drogue et la quantité importante de drogue trouvée en sa possession. La salle d'audience a explosé d'incrédulité lorsque la peine de mort a été prononcée. La famille, les amis et les sympathisants de Dorfin ont été dévastés par le verdict. Cependant, malgré les circonstances sinistres, l'équipe juridique de Dorfin a immédiatement annoncé son intention de faire appel de la sentence. Ils ont promis de se battre pour sa vie, dans l'espoir d'annuler le jugement et d'obtenir une peine moins lourde. L'incertitude quant à son sort pesait lourdement sur Dorfin, confronté à la sombre réalité de passer le reste de ses jours derrière les barreaux ou de risquer d'être exécuté. La procédure d'appel s'est révélée être une bataille longue et ardue, Dorfin et son équipe juridique cherchant à trouver tous les motifs possibles pour obtenir une réduction de la peine ou une annulation complète du verdict. Néanmoins, ce Français n'allait pas se laisser abattre sans combattre. Dans un geste audacieux, Félix Dorfin a tenté de s'évader de la prison où il était détenu. Au début de l'année 2019, il a réussi à s'évader en sciant les barreaux de la fenêtre de sa cellule et en utilisant une corde de fortune faite d'un sarong et de rideaux. Grâce à sa nouvelle liberté, Dorfin a échappé à la capture pendant 10 jours, ce qui a plongé les autorités dans la panique. Pendant sa cavale, Dorfin est resté insaisissable, se cachant dans une forêt au nord de l'île. Cependant, la chance a fini par tourner lorsque les autorités se sont rapprochées de son emplacement. Les efforts de recherche ont porté leurs fruits lorsqu'il a été repris par la police, qui l'a trouvé caché dans le feuillage dense. Cette tentative d'évasion a non seulement mis en évidence le désespoir de Dorfin pour éviter les conséquences de ses actes, mais a également révélé des failles potentielles dans les mesures de sécurité de la prison. L'incident a donné lieu à une enquête sur la manière dont une évasion aussi audacieuse a pu se produire et a soulevé des questions sur l'implication d'autres personnes dans la facilitation de la fuite de Dorfin.
Après le verdict choquant de la condamnation à mort, le cas de Félix Dorfin a fait l'objet d'un examen plus approfondi par une juridiction supérieure. Après un examen approfondi, la Cour a pris une décision importante. Elle a commué la condamnation à mort de Félix Dorfin en une peine de 19 ans d'emprisonnement, transformant ainsi son exécution en une longue période d'incarcération. La commutation a apporté un mélange de soulagement et de déception à M. Dorfin et à ceux qui ont suivi son affaire de près. Bien que la peine de mort ne pèse plus sur lui, le fait d'avoir passé près de 20 ans derrière les barreaux pèse lourdement sur ses épaules. La décision a également suscité un débat et une discussion sur le bien-fondé de la peine de mort initiale et sur le rôle du système judiciaire dans la détermination des peines pour les infractions liées à la drogue. Avec la commutation de peine, l'avenir de Dorfin s'éclaircit, mais l'incertitude de la vie en prison demeure. Il sera transféré dans une prison de haute sécurité, où il purgera sa peine aux côtés d'autres criminels condamnés. L'adaptation à la vie derrière les barreaux s'avérera difficile pour Dorfin, qui devra faire face aux conséquences de ses actes et aux dures réalités de la vie carcérale. Le cas de Dorfin n'est pas isolé. En Indonésie, plus de 150 personnes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort, dont un grand nombre d'étrangers. Ces personnes, originaires de différents pays et condamnées pour des délits liés à la drogue, connaissent le même sort que celui auquel Dorfin a échappé de justesse. La présence d'étrangers dans le couloir de la mort met en évidence le caractère mondial du trafic de drogue et les graves conséquences qui attendent ceux qui se livrent à de telles activités. L'histoire de ces personnes nous rappelle brutalement les dangers et les répercussions de l'implication dans le monde des barons de la drogue. Alors que Dorfin et d'autres attendent leur sort, leur cas continue d'attirer l'attention sur les lois strictes en matière de drogue en Indonésie et sur le débat en cours concernant l'efficacité et l'équité de ces sanctions. Mohamed Chaleh Abdul Latif. Ensuite, nous retournerons à Singapour. Mohamed Chaleh Abdul Latif, né à Singapour en 1984, a eu un passé trouble qui l'a conduit sur la voie dangereuse de la toxicomanie et des activités criminelles. À l'âge de 14 ans, Mohamed Chaleh a commencé à consommer de la drogue, ce qui l'a rapidement conduit à une véritable dépendance. Son implication dans la drogue aura des conséquences durables tout au long de sa vie. En 2008, Mohamed Chaleh s'est retrouvé en prison pour des délits liés à la drogue. Cependant, ce séjour derrière les barreaux ne l'a guère dissuadé d'abandonner ses habitudes destructrices. Bien qu'il ait passé du temps dans des centres de désintoxication, Mohamed Chaleh a lutté pour se libérer de l'emprise de la toxicomanie. Avant son arrestation en 2016 pour trafic de stupéfiants, Mohamed Chaleh travaillait comme chauffeur-livreur indépendant et gagnait 2800 $ SGD par mois. Cependant, son implication dans le trafic de drogue allait au-delà de son emploi légitime. Il travaillait également comme agent de recouvrement pour le compte d'un ami, ce qui lui procurait un revenu supplémentaire. C'est grâce à cette relation que Mohamed Chaleh s'est retrouvé pris dans un engrenage criminel qui a fini par sceller son destin. L'attrait de l'argent facile et le désespoir d'alimenter sa dépendance à la drogue ont conduit Mohamed Chaleh sur une voie dangereuse. Il s'est associé à des individus qui opéraient dans les bas-fonds du commerce de la drogue. Ces relations se sont révélées être sa perte. Le 11 août 2016, le Bureau central des stupéfiants a lancé une opération secrète visant des trafiquants de drogue présumés. Mohamed Chaleh, alors âgé de 32 ans, a été arrêté au cours de cette opération. Les circonstances de son arrestation sont choquantes. Plus tôt dans la journée, il avait reçu 3 paquets de diamorphine et 2 paquets de méthamphétamine d'un Malaisien. À l'insu de Mohamed Chaleh, cette transaction allait avoir de graves conséquences. La quantité de diamorphine dont Mohamed Chaleh s'est rendu coupable de trafic pesait 54,4 grammes, soit un poids bien supérieur au seuil de la peine de mort prévu par la loi singapourienne sur l'abus de drogue, Misuse of Drugs Act. La quantité de drogue en question était suffisante pour nourrir la dépendance d'environ 640 toxicomanes pendant une semaine. La gravité des charges retenues contre lui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a ouvert la voie à un procès très médiatisé. Au cours du procès, Mohamed Chaleh a présenté une défense affirmant qu'il croyait livrer des cigarettes de contrebande et non de la diamorphine. Il a fait valoir qu'il faisait confiance à son ami, qui lui avait proposé le travail de livraison, et qu'il n'avait aucune raison de soupçonner la véritable nature du contenu. Cependant, le juge de première instance, Wu Shou Peng, a rejeté sa défense et l'a condamné à la peine de mort obligatoire pour trafic de drogue. Le procès de Mohamed Chaleh Abdul Latif pour trafic de drogue a captivé la nation et attiré l'attention du monde entier. La salle d'audience est devenue le théâtre de la bataille entre l'accusation et la défense, chacun présentant son cas avec ferveur et détermination. Le 23 octobre 2018, Mohamed Chaleh a été jugé par la Haute Cour pour une seule accusation de contrebande de 54,4 grammes de diamorphine. Dans son récit, Mohamed Chaleh a affirmé qu'il croyait livrer des cigarettes de contrebande pour le compte d'un ami nommé Bai. Il a fait valoir
qu'il avait accepté l'offre pour réduire une partie de la dette qu'il avait envers Bai, qu'il avait rencontré en prison en 2008. Leurs chemins se sont à nouveau croisés en 2014 au Singapore Turf Club, où Bai travaillait comme bookmaker. Mohamed Chalais a fait confiance à Bai et a accepté son offre de livrer des cigarettes de contrebande, sans connaître le véritable contenu des paquets. L'accusation, menée par le Bureau central des stupéfiants, a présenté une version différente. Elle a soutenu que les affirmations d'ignorance de Mohamed Chalais n'étaient pas fondées et qu'il était pleinement conscient de la nature des drogues dont il faisait le trafic. Le sergent-chef Tay Keng Chai a déclaré que les paquets de diamorphine avaient été trouvés à côté d'un sac en plastique orange contenant de la méthamphétamine sur le plancher de la voiture de Mohamed Chalais. L'apparence des paquets aurait été évidente pour lui, indiquant qu'il ne s'agissait pas de cigarettes. La juge de la haute cour Wu Shopeng a examiné attentivement les preuves présentées par les deux parties. Dans son verdict, elle a exprimé son scepticisme à l'égard des déclarations de confiance et d'ignorance de Mohamed Chalais. Elle a noté que Mohamed Chalais ne connaissait pas des détails de base sur Bai, tels que son nom ou son adresse, et que leur relation n'était pas suffisamment étroite pour justifier une confiance aveugle. La juge a également souligné la divergence entre le témoignage de Mohamed Chalais et celui de l'agent du CNB concernant l'emplacement des paquets dans la voiture. Finalement, le juge a déclaré Mohamed Chalais coupable de trafic de diamorphine et l'a condamné à la peine de mort. Elle a souligné que le fait que Mohamed Chalais n'ait pas renversé la présomption de connaissance de la drogue a conduit à sa condamnation. Bien qu'il ait reconnu son rôle de passeur, Mohamed Chalais n'a pas reçu de certificat d'assistance substantielle, ce qui aurait pu potentiellement réduire sa peine. Le verdict a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, suscitant des débats sur l'équité de la peine de mort obligatoire pour les délits liés au trafic de drogue. Les partisans de Mohamed Chalais ont fait valoir que son cas mettait en évidence la nécessité d'une approche plus nuancée en matière de condamnation, prenant en compte des facteurs tels que le niveau d'implication et le potentiel de réinsertion. La condamnation de Mohamed Chalais a marqué un tournant dans sa vie. Après sa condamnation, Mohamed Chalais Abdul Latif a refusé d'accepter son sort et s'est lancé dans une série d'appels, dans une tentative désespérée d'annuler sa condamnation à mort. Son parcours juridique l'a amené à franchir plusieurs étapes de la procédure d'appel, chaque étape apportant un nouvel espoir ou une nouvelle déception. En octobre 2020, Mohamed Chalais a déposé un recours auprès de la cour d'appel, demandant un réexamen de son affaire. Dans le cadre de la procédure d'appel, une audience de renvoi a été organisée à la haute cour. Au cours de cette audience, la cour d'appel a ordonné que le complice de Mohamed Chalais, Khairul Nizam bin Ramtan, soit appelé à témoigner pour vérifier si Mohamed Chalais était réellement conscient de la présence de diamorphine en sa possession. Khairul, qui avait été initialement inculpé aux côtés de Mohamed Chalais pour le trafic de diamorphine, avait plaidé coupable à une accusation non capitale de trafic de méthamphétamine. Son témoignage devait jouer un rôle crucial dans la détermination du niveau de connaissance et d'implication de Mohamed Chalais dans l'opération de trafic de drogue. Le 11 novembre 2020, le juge de première instance, Wu Shopeng, a confirmé la peine de mort et la condamnation de Mohamed Chalais. Le juge Wu a estimé que les preuves fournies par Khairul ne corroboraient pas la version des faits de Mohamed Chalais. Le fait que Khairul ait d'abord nié avoir livré la méthamphétamine à Mohamed Chalais, puis qu'il ait avoué après l'apparition de preuves ADN le reliant à la drogue, a gravement entamé sa crédibilité en tant que témoin. Malgré le témoignage de Khairul, Mohamed Chalais n'a pas réussi à renverser la présomption de connaissance de la diamorphine. Le juge Wu a estimé que le témoignage de Khairul n'avait aucune incidence sur le fondement de la condamnation de Mohamed Chalais et a confirmé sa condamnation et sa peine. Par la suite, le 28 février 2022, le deuxième appel de Mohamed Chalais a été rejeté par la cour d'appel. La plus haute juridiction de Singapour a confirmé la décision des juridictions inférieures, laissant à Mohamed Chalais des possibilités de recours limitées. Malgré le rejet de ces appels, Mohamed Chalais a continué à se battre pour sa vie. En août 2022, il s'est joint à 23 autres condamnés à mort pour intenter une action en justice contre le procureur général de Singapour. Ils ont affirmé que l'accès à un avocat leur avait été refusé, ce qui les avait empêchés de préparer leur appel. Toutefois, la haute cour a rejeté leurs allégations, estimant que l'action en justice constituait un abus de procédure. Kim Soon-sik. Ensuite, nous nous rendrons au Vietnam, connu pour ses règles strictes en matière de trafic de drogue. L'opération de contrebande et de trafic de drogue impliquant Kim Soon-sik, Kang Seon-hock et leurs complices était une entreprise hautement organisée et lucrative. En l'espace de 2 mois, de mai à juin 2020, le groupe a illégalement stocké, trafiqué et échangé plus de 216 kg de drogue. Les rapports ne précisent pas le type exact de drogue impliquée, mais on pense qu'il s'agit d'un large éventail de substances. L'opération a commencé par le trafic de stupéfiants entre le Cambodge et Ho Chi Minh Ville, au Vietnam.
Cet itinéraire a été choisi en raison de sa proximité avec la région de non-droit du Triangle d'Or, qui couvre des parties du Laos, de la Thaïlande et du Myanmar. Le Triangle d'Or est tristement célèbre pour son rôle dans le trafic de drogue mondial, ce qui en fait un point de départ idéal pour l'opération. Une fois les drogues arrivées à Ho Chi Minh Ville, le groupe a utilisé diverses méthodes pour les distribuer et les vendre. Certaines drogues ont été consommées dans le pays pour répondre à la demande locale de substances illicites. D'autres étaient transportées en Corée du Sud, où elles pouvaient être vendues à des prix plus élevés sur le marché noir florissant. Pour échapper à la détection, le groupe a eu recours à des techniques sophistiquées et a utilisé les infrastructures de transport existantes. Ils ont soigneusement planifié leurs opérations, s'assurant que les drogues étaient dissimulées dans des paquets discrets et transportées par des voies peu suspectes. L'opération s'appuyait sur un réseau d'individus jouant différents rôles, des passeurs aux distributeurs, afin d'assurer la fluidité de l'acheminement des drogues. Cependant, leurs activités illicites ne sont pas passées inaperçues. Les autorités vietnamiennes ont surveillé de près les activités du groupe, rassemblant des preuves pour monter un dossier solide contre eux. Le 19 juillet 2020, leur opération a finalement été stoppée lorsque des agents ont intercepté un camion porte-conteneurs à Ho Chi Minh Ville. Le camion était en cours de dédouanement en vue de son expédition vers la Corée du Sud lorsqu'il a été fouillé. À l'intérieur du camion porte-conteneurs, les autorités ont fait une découverte choquante. Elles ont trouvé 40 emballages en plastique contenant des cristaux blancs qui se sont avérés être de la méthamphétamine. Le poids total de la méthamphétamine saisie s'élevait à 39,5 kg. Cette découverte a non seulement révélé l'ampleur de l'opération, mais elle a également mis en lumière les conséquences dangereuses du trafic de drogue. La saisie des drogues a été un coup dur pour le groupe, car elle a perturbé sa chaîne d'approvisionnement et mis au jour ses activités criminelles. Elle a également fourni aux autorités des preuves cruciales qui leur ont permis de monter un dossier solide contre Kim Sun-sik, Kang Seon-hock et leurs complices. Ils ont finalement été inculpés de trafic de drogue et de contrebande. Le procès de Kim Sun-sik et de ses complices était un événement très attendu, attirant l'attention des observateurs nationaux et internationaux. La procédure s'est déroulée devant le tribunal de la famille et des mineurs, sous l'égide de la Cour suprême, où les accusés devaient répondre d'une série de chefs d'accusation liés à leur implication dans l'opération de contrebande et de trafic de drogue. Le procès a duré 4 jours, au cours desquels l'accusation a présenté un dossier convaincant contre les accusés. Les preuves comprenaient les drogues saisies, les témoignages et les images de surveillance qui ont filmé leurs activités illicites. Le tribunal a minutieusement examiné les preuves et écouté les arguments présentés par l'accusation et la défense. Kim Sun-sik et Kang Seon-hock, ainsi que 2 autres personnes, ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment de possession illégale de drogue, de commerce illégal de drogue, de trafic illégal de drogue et d'organisation de l'usage illégal de drogue. Ces chefs d'accusation reflètent la gravité de leur implication dans l'opération et le préjudice causé par leurs actions. En fin de compte, ils ont été condamnés à la peine de mort. La décision de condamner à mort Kim Sun-sik, Kang Seon-hock et leurs complices a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et s'est répercutée dans la communauté internationale. Outre les condamnations à mort, 3 autres accusés ont été condamnés à la prison à vie pour leur rôle dans le trafic de drogue. Un individu, âgé de moins de 18 ans, a été condamné à 15 ans de prison. Ces différentes peines reflètent la prise en compte par le tribunal du niveau d'implication des accusés et de la gravité de leurs crimes. La condamnation de Kim Sun-sik, Kang Seon-hock et de leurs complices a mis en lumière la sévérité de la législation vietnamienne en matière de drogue et l'engagement du pays dans la lutte contre les délits liés à la drogue. Les tribunaux vietnamiens prononcent régulièrement des peines de mort pour des condamnations liées à la drogue, ce qui fait du pays l'un des principaux bourreaux au monde. La peine de mort fait depuis longtemps l'objet d'un débat, ses partisans affirmant qu'elle a un fort effet dissuasif sur le trafic de stupéfiants et d'autres crimes graves. Toutefois, ses détracteurs remettent en cause son efficacité et s'inquiètent des violations des droits de l'homme. Des organisations telles qu'Amnesty International ont demandé l'abolition de la peine de mort, invoquant son caractère irréversible et le risque de condamnation injustifiée. Il est important de noter que les condamnations à mort prononcées à l'encontre de Kim Sun-sik, Kang Seon-hock et de leurs complices sont susceptibles d'être réexaminées et de faire l'objet d'un appel. Le calendrier exact de l'exécution des peines n'a pas été révélé, les autorités vietnamiennes gardant le plus grand secret sur les exécutions. Les réactions à ces condamnations à mort ont été mitigées. Certains les considèrent comme une mesure nécessaire pour lutter contre le trafic de drogue et protéger la société des conséquences dévastatrices de la toxicomanie. D'autres préconisent d'autres approches axées sur la réhabilitation et la lutte contre les causes profondes des crimes liés à la drogue. Astérisque, astérisque, astérisque. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.